Après 1000 jours de guerre en Ukraine, la Russie intensifie son offensive. Ce mardi marque le 1000e jour de l'invasion russe, commencée le 24 février 2022. Et pendant le mois d'octobre, la Russie a conquis 478 km² de terrain en Ukraine. Le gain le plus important en un mois depuis mars 2022. Ces combats se sont concentrés majoritairement dans le Donbass, l'objectif prioritaire de Vladimir Poutine. Et plus précisément dans l'oblast de Donetsk, où les 2/3 de l'avancée russe en octobre ont eu lieu. Au début du mois, les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville de Vuhledar, une prise pour les forces russes, qui ouvre la voie à l'encerclement de la ville de Povrovsk, un nœud ferroviaire pour les Ukrainiens qui leur permet de ravitailler le front en hommes et en matériel. Mais cette stratégie russe coûte cher en termes de vie humaine. Selon les renseignements britanniques, l'armée russe a subi en moyenne 1500 morts et blessés chaque jour en octobre. Et toujours selon les Britanniques, le Kremlin ne serait pas loin des 700 000 morts ou blessés depuis le début de son offensive. Des chiffres impossibles à vérifier étant donné que ni l'Ukraine ni la Russie ne communiquent sur leurs pertes depuis le début de la guerre. Ces pertes peuvent s'expliquer par la stratégie des vagues d'assaut utilisée par l'armée russe. Elle consiste à lancer en continu des vagues de soldats peu entraînés sur les positions ennemies pour les mettre sous pression et les forcer à se replier. Mais la Russie peut compter depuis peu sur le soutien de près de 11 000 soldats nord-coréens. Le Kremlin ne nie pas l'arrivée de ces soldats et vient même de signer un accord de défense mutuelle avec Pyongyang. Selon les renseignements américains, ces soldats sont utilisés notamment dans la région russe de Koursk pour repousser les soldats ukrainiens qui avaient mené une offensive surprise l'été dernier. Mais alors pourquoi est-ce que la Russie redouble d'efforts en Ukraine ? Premier élément, l'arrivée prochaine de l'hiver particulièrement froid en Ukraine et qui paralyse les opérations militaires. Mais pour le Kremlin, l'enjeu est surtout d'avancer le plus possible en vue de futures négociations. Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier prochain, a promis pendant la campagne de régler le conflit ukrainien en 24 heures à peine. Son idée de l'Ukraine et de la Russie, c'est que ce n'est qu'un contretemps avant un autre conflit, celui de la Chine. Il va donc tout faire pour que ça se termine et tant pis s'il y a des dégâts, on passera ensuite à autre chose et il peut dire à Zelensky, écoute Volodymyr, t'as vraiment beaucoup trop cherché, mais là ça nous coûte beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'armes, on voudrait passer à autre chose, il va donc falloir faire des concessions. Une possibilité à laquelle se prépare Vladimir Poutine, qui a annoncé le 5 septembre dernier être prêt à négocier avec l'Ukraine. Mais c'est en des termes relativement simples, la reddition totale de l'Ukraine. Ce qu'il veut désormais Vladimir Poutine, ce sont des garanties de sécurité pour ce qu'il appelle vraiment les nouvelles réalités territoriales. Il estime que le Donbass est à lui, que la Crimée est à lui et que des Ukrainiens ou l'OTAN un peu trop près du Donbass et de la Crimée, eh bien c'est dangereux. Ça fera vraiment partie des négociations. Alors qu'il avait jusqu'ici toujours refusé, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a affirmé samedi 16 novembre vouloir la fin de la guerre par des moyens diplomatiques. La vraie grande nouveauté pour Volodymyr Zelensky, c'est de donner un terme à la guerre. Le fait de dire que ça se terminera en 2025, c'est déjà avouer que l'Ukraine n'ira pas jusqu'au bout, c'est-à-dire revenir aux frontières de 1991 et donc la totalité de la souveraineté nationale. Dimanche 17 novembre, les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée. Demande de longue date de Kiev, cette décision leur permet de frapper jusqu'à 300 km de distance, notamment la région de Koursk.